Il a décroché la ceinture dans la plus grosse organisation de MMA au monde. Il a accroché des très gros noms à son palmarès. Et il a aussi décroché un très gros chèque. Est-ce qu'il s'est pas un petit peu embourgeoisé? C'est toujours la question à se poser quand tu commences à toucher beaucoup d'argent. Tu disais quoi sur Non, Benoît? je dis Benoît, franchement, Qu'est-ce que tu disais sur Benoît? j'ai l'impression qu'à force, ça va se reboucher. Ses oreilles. Ah ouais, quand même. Tu sens qu'il y a de la lutte à balle quand même, hein. N'empêche, c'est vrai que la tête de Benoît, il y a plus de cicatrices que de peau normale en fait. C'est abusé Putain. quoi. T'as pu Mais entendre. il est quand même beau gosse. Hein. Franchement, ça va. Ouais. Quand tu compares. Attends. C'est qui le plus beau gosse là entre les deux? À vous de juger. Mettez dans les Bah, commentaires. déjà, Mathieu, il est exclu, il est hors Non, moi je suis hors compétition. compétition, je suis trop au-dessus les gars. Donc on parle, on tape, mais il y a plus important. La sortie du nouveau magazine Karaté Bushido. Waouh, C'est c'est Karaté dernier. Bushido qui sera Putain. disponible maintenant. Il est disponible tout de suite là Allez, tout maintenant. de suite, hein, Donc, n'hésitez n'hésitez pas. pas. Tout le monde actuellement est sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Plus personne veut lire. Mais c'est super important, surtout pour les enfants. S'ils aiment les sports de combat, s'ils aiment le sport en général, vous trouvez de tout là-dedans. Et surtout s'ils sont passage. Bouh. Photo de Benoît au-dessus. Voilà, Donc, ça devrait les calmer. le magazine le plus utile du monde, n'hésitez pas, disponible en kiosque. Le lien est disponible en description. Dès maintenant, faites-vous plaisir. C'est parti. Mathieu, Gabriel. ça fait maintenant une semaine qu'on a pu assister à un tourbillon dans les sports de combat, surtout dans le paysage français. On est maintenant à tête reposée, on va pouvoir débattre, surtout d'une personne en particulier, à savoir Francis Ngannou. Ça va être quoi la suite pour lui, que ce soit en sport de combat, en boxe anglaise, MMA. On en discute tout de suite. Je disais que la semaine dernière, on était majoritairement focus sur Baki Doumbé, sur Benoît Poirier, et en dernier sur Ngannou Joshua, et c'est un petit peu passé à la trappe. C'est vrai qu'il faut absolument qu'on débriefe un petit peu sur ce combat, sur la suite de Ngannou, parce que on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Voilà, comme tu as dit, le combat, en fait, en soi, était pas mal éclipsé par ces deux combats de MMA. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire, vu l'ampleur, la carrure, la carrière de Ngannou. Je pense que ce serait bon de s'attarder dessus. Pour reprendre un petit peu le contexte, Ngannou, il avait déjà boxé en anglaise contre Fury, où il avait eu quand même un résultat qui était très satisfaisant. Après, bon, avec du recul, c'est vrai qu'il avait combattu contre un Fury qui avait pris le combat un petit peu à la légère, qui est arrivé pas préparé, pas précis dans ses frappes et pas très entraîné. Voilà, comme tu as dit, en fait, comme Francis vient de cette discipline, donc le MMA, bah, comme pas mal de boxeurs anglais, ils se sont dit, ok, le mec vient dans ma discipline, en plus je suis voilà, le champion du monde, le numéro 1 poids lourd, etc. Il vient sur mon terrain de jeu, donc est-ce que c'est la peine de faire une grosse prépa, de se tuer? Non, je vais quand même le cartonner. Et en fait, bah, il a défié tous les pronostics, Ngannou. Il a tenu la décision, il a knockdown Tyson Fury. Mais c'est vrai que sur ce combat, on avait senti que Tyson était surtout. Moi, le truc qui m'a le plus impressionné, c'était le fait qu'il était vraiment pas précis. Pas précis du tout. Surtout sur la droite. On voit que le moment où Fury a pris le knockdown, parce que c'est vraiment le knockdown qui était, je trouve, le pivot dans ce combat. Au début, on avait quand même un Fury qui était confiant, qui touchait quand même régulièrement. Et suite à ce knockdown, il est devenu très très timide. Comment ça s'est passé exactement ce knockdown? Tout simplement, en fait, il y a Fury qui a tenté une droite plongeante en visant le menton de Ngannou. Et en fait, on voit vraiment que la droite de Fury, sur l'enchaînement avec la droite plongeante, elle arrivait sur le menton de Ngannou et ça a frôlé le menton pour venir taper juste là. Mais c'était à ça de toucher. C'était vraiment ça de toucher. Si on était sur un Tyson plus rapide, plus précis, ça aurait peut-être été la fin pour Ngannou aussi dans les premiers rounds. Et on voit, suite à ce knockdown, Fury est devenu beaucoup plus précautionneux. Il a commencé à travailler à distance et à juste faire suffisamment de travail pour avoir la décision. Avec son jab, ouais. Heu, Exactement. Ngannou, il a réussi à compenser beaucoup avec son physique, parce que même si Fury était plus technique, Ngannou était beaucoup plus physique. Mais attention, là par contre, on parle d'Anthony Joshua et Anthony Joshua, non seulement il est technique, sur papier plus qu'Ngannou, mais il est aussi également autant physique que Ngannou. Ouais, il a un très très gros physique. Bah même, je pense que sa prépa aussi, enfin, a parlé pour lui, puis la façon dont il voyait Ngannou justement comme un danger, vraiment un très gros danger potentiel. Il l'a pas du tout sous-estimé. Je pense aussi qu'il s'est basé sur la performance qu'il a offert face à Fury. Il s'est dit, ok, il tient la décision contre le GOAT heavyweight. C'est pas n'importe qui, donc je vais pas moi le prendre à la légère. Je vais faire la préparation en conséquence. Et c'est un Anthony Joshua, pour moi, des grands jours qui est arrivé. Ah, il était ultra incisif, hein, comme tu dis, je pense que ça l'avait marqué de voir un petit peu, Francis, pas manquer de respect, mais tenir tête à un combattant de si haut niveau que Tyson Fury. Il s'est dit: «C'est à moi de mettre les points sur les i» et pour le coup, il les a mis, hein. Joshua, c'est vrai qu'il est, même s'il a pas la carrière de Tyson, il est quand même très actif, hein. Tyson, il était au moment où il a combattu, Ngannou, il avait que 4 combats en 4 ans, alors qu'on pour, Joshua, on est sur 7 combats en 4 ans. C'est quand même quasiment le double. On parle d'un combattant qui est beaucoup plus actif, un peu plus jeune aussi, avec 1 an de moins.
Mais surtout, alors que Tyson, il est quand même, on va dire, voilà, il a pas, il sait pas, il a une vie plutôt mouvementée, il est pas très en forme physique, il s'entraîne vraiment très moyennement sérieusement. Au contraire, on a un Joshua qui s'entraîne tout le temps à fond, qui est toujours hyper sérieux, qui est toujours hyper cadré, qui est toujours en pleine forme et on voit qu'il était beaucoup plus frais, hein. C'était pas du tout la même position en termes de physique, c'était vraiment un mec qui était, il faisait jeu égal avec Francis et ça, à mon avis, ça a beaucoup surpris Francis. Ouais, comme tu dis, après Joshua c'est quelqu'un avec une hygiène de vie vraiment d'athlète professionnel. Parce que Tyson c'est parti, c'est l'alcool, des Drogue. substances aussi. Voilà, il a des très gros soucis d'hygiène de vie. Et au contraire justement de Joshua. Et puis Joshua c'est quand même alors avant le combat 27 victoires, 24 KO, ancien champion IBF, WBA et WBO. C'est pas un profil à prendre à la légère, hein. Ah, c'est le haut du panier, c'est le haut du haut du haut du panier et pour le coup, Francis a certainement pris un petit peu à la légère. Parce qu'il est rentré vraiment dans le combat en mode relâché, en mode un petit peu trop, pas précautionneux justement, il avançait, il gérait plutôt mal sa distance, il essayait de mettre beaucoup de pression sans forcément contrôler, Joshua derrière et Joshua l'a capitalisé direct. Il a fait exactement la même que Fury, ce crochet, cette droite plongeante, sauf qu'elle était précise. Elle a touché. Elle a juste été précise, elle a touché au bon endroit. On voit qu'Ngannou, exactement comme avec le combat de Tyson, il essaie justement de déplier sa main gauche et boum, le crochet vient toucher avant que Francis puisse tenter le crochet gauche et boum. Et dans le knockdown, s'ensuit un deuxième knockdown plutôt rapide où encore une fois on voit Francis avec la main gauche devant et la main de Joshua qui vient passer entre le bras de Francis et qui arrive directement dans sa mâchoire. Et en fait, on voit qu'il avait des gros défauts qui étaient plutôt évidents, mais il n'avait pas encore rencontré la personne qui allait les mettre en lumière. Et là, il l'a rencontré. Anthony, il a fait 3 fois la même attaque, 3 fois la droite plongeante, 3 fois sa touche en plein menton. Et à un moment, t'as beau être l'homme le plus fort du monde, t'as beau faire 120 kilos de muscles, tu prends une droite dans le menton, c'est voilà, c'est compliqué. Par un autre mec qui est du même poids que toi, c'est compliqué. On avait souligné d'ailleurs dans un live justement un des gros défauts, et je pense qu'il avait beaucoup usé Ngannou, c'était sa réaction aux feintes de Joshua en fait. Sa réaction qui était vraiment à chaque feinte de Joshua, il y avait une surréaction de Ngannou. Et bah, comme on l'avait dit, voilà, ce type de feinte en fait va t'épuiser parce que tu es toujours sur le qui-vive, tu fais des grands gestes, ça te sort un peu justement de ton jeu. Euh, et l'adversaire va pouvoir lire justement par rapport à ses feintes et faire après en conséquence. En fait, au fur et à mesure, tu t'endors un petit peu. Quand tu prends les feintes, tu réagis, puis après tu fais en fait, il fait ça, mais il y a rien derrière. Donc tu te mets à plus réagir, et c'est au moment où tu réagis plus que boum, la grosse droite arrive, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc est-ce que là du coup on n'a pas eu un Ngannou à l'image justement de Tyson qui est arrivé voilà, trop confiant parce que il a réussi donc à mettre knockdown Tyson Fury. On sait que les capacités d'encaissement de Joshua sont pas au niveau de Fury. On a pu voir justement le menton de Fury avec Wilder. Est-ce que Ngannou serait pas arrivé justement dans ce combat en se disant ok, C'est fort j'ai fait possible. ça à Tyson, Joshua il a un menton beaucoup moins solide, je vais l'éteindre. C'est fort possible. C'est fort possible que les rôles soient inversés, et il en a payé le prix. Donc voilà. Maintenant, on va s'intéresser au cœur de la vidéo, puisque vous savez que Ngannou, il fait beaucoup de combats en anglaise, mais sa profession principale, c'est pas combattant de boxe anglaise, hein, c'est combattant MMA. Donc c'est important de voir comment est-ce qu'il va se coucher sur ça. Comment est-ce qu'il va rebondir de cette défaite contre Joshua sur sa carrière MMA. Donc depuis sa signature au PFL, en fait, il y avait un gros questionnement, c'est contre qui il va combattre, quand est-ce qu'il va combattre. Parce que après sa sortie de l'UFC, justement, bah alors il était sorti de l'UFC par rapport justement à la boxe anglaise, parce qu'il voulait absolument combattre dans cette discipline, Dana White ne voulait pas. Plus il y a eu encore d'autres petits, on va dire, trucs contractuels. Et attention, Mais voilà, quelle sortie de l'UFC, c'est pas juste une sortie normale, c'est juste, il avait KOT, il était sur 6 victoires d'affilée, il avait battu Gane, Miocic, Rozenstruik, Dos Santos, Velasquez et Blades, donc vraiment le haut du haut de la catégorie poids lourd, et il a KOT quasiment tout le monde. Il en a KOT 5, le seul qu'il a pas KOT, c'est Cyril. Donc quelle ouais. sortie quoi, en fait. Il a vraiment lessivé complètement la division, et ensuite boum, il se dirige vers le PFL, qui est une organisation où justement le niveau est plutôt bas. Autant Moindre. voilà, moindre. J'osais pas le dire, mais tu as bien fait de le dire, moindre. Autant le niveau poids lourd de l'UFC commence tranquillement à se remplir, hein. On voit l'apparition de mecs très très forts, que ce soit Gane, que ce soit Aspinall, Pavlovich ou encore Jones qui arrive en poids lourd. Autant à l'UFC, le niveau commence à monter, autant le PFL, c'est le néant total.
Néant Bah, complet. il y a pas de gros noms en fait dans le roster heavyweight du PFL. Il y avait potentiellement Fabricio Verdum, mais là qui s'est dirigé justement vers le MMA en bare knuckle. Mais autrement, il y a pas de gros noms. Et puis il faut, je pense, dire les choses, c'est qu'au PFL, il y a en fait, on connaît pas les combattants. Il n'y a pas une mise en lumière. Il peut y avoir des tueurs, mais on sait pas qui c'est. On sait pas en fait. C'est vrai. Et en fait, moi, je me suis rendu compte de qui était champion PFL en poids lourd au moment où il y a eu la rencontre PFL-Bellator. En fait, au moment de la fusion Bellator-PFL, c'est là que je me suis rendu compte vraiment de l'identité un petit peu du PFL et qui étaient ses champions. Et j'ai été, pour le coup, en poids lourd, j'ai été plutôt surpris du niveau du champion. Sur cette soirée justement de fusion PFL-Bellator, il y avait un combat en poids lourd qui opposait Ryan Bader, le champion actuel du Bellator en poids lourd, contre Renan Ferreira. À ne pas confondre avec Manuel Ferreira, qui est tout aussi performant, mais pas dans le même domaine. Perforant ou performant. C'est bon, bon, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Et au fait, au début, tout le monde voyait Bader gagnant. Tout le monde se disait oui, il était champion de Bellator, il était sur 3 victoires d'affilée, il avait battu Fedor chez Congo, il avait quand même une lutte qui était très efficace, un style plutôt chiant. Il savait pourrir les combats. Donc tout le monde le voyait gagnant sur ce combat lors de la soirée PFL Bellator. Et en fait, il était opposé à Renan Ferreira, du coup, ok, qui fait partie de la team Nogueira. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Minotauro Nogueira et son frère, ce sont deux légendes de l'UFC. C'est l'actuel champion du PFL. Il y a du pride avant. Il y a du pride. Les anciens, respecte les anciens. L'expert de l'organisation. Et Renan était aussi sur 3 victoires d'affilée. Bon, sur des combattants forcément moins connus que Bader, mais sur des combattants quand même d'un bon niveau. Et du coup, tout le monde voyait Bader gagnant sur ce combat. Est-ce que tu le voyais gagnant avant la pesée ou sur le papier? Parce qu'en fait, au moment de la pesée, j'ai commencé à émettre des doutes. Quand j'ai vu le gabarit des deux côte à côte, je me suis dit, attends, c'est pas possible, il y a une catégorie d'écart ou deux. Parce que Ferreira, il est énorme par rapport à Bader. Mais alors En vraiment fait, c'est ça énorme. le problème principal. Hein. Bader, c'est là que ça montre que le niveau poids lourd Bellator était très faible. C'est qu'en fait, Bader, c'est pas un poids lourd. Bader, c'est un Non, 93 kg. ouais. C'est un light heavyweight. Il doit peser tout au plus 105, gros maximum 110, gros maximum. Vraiment, et encore, il est un peu grassouillé. Quand tu fais 110 kg et que tu tapes avec un mec qui naturellement en fait 130, Voilà, pas c'est pareil. compliqué. On voit que Bader, il a pas la frame, enfin la carrure Non, d'un heavyweight. non. Autant tu vois Renan, Ngannou, c'est des mecs qui ont un gros physique de base. Même si les mecs qui font pas de muscu, ils vont être énormes, ils vont faire 110 kg, 115 kg, 120 kg. Autant Ryan, s'il mange pas comme un malade et s'il s'entraîne pas comme un ouf en muscu, il fera jamais ce poids-là. Il sera à 90 kg. Il a vraiment une frame de light heavyweight, voire de middleweight, mais pas une frame de poids lourd. Ça montrait justement la fragilité du niveau du Bellator en termes de poids lourd. Et du coup, tout le monde voyait plus ou moins quand même Ryan gagnant, de par son parcours. Et aussi par du fait que Renan était plutôt méconnu du grand public. Sauf une personne, Ngannou. Ngannou en personne avait dit qu'il voyait Renan gagnant, il le voit même comme le futur de la catégorie poids lourd du PFL, et il parle notamment de ses gros atouts qui sont la vitesse et la précision en boxe. C'est quelque chose qui est super bien quand tu peux l'exprimer. Parce que c'est vrai que Renan, il avait comme des grosses faiblesses en termes de défense de lutte, défense de sol. On l'a vu perdre à plusieurs reprises sur certains de ses combats au PFL, justement. Mais là, il a même pas laissé l'occasion à Ryan de s'exprimer en sol et en lutte. Hein. Il l'a couché en 20 secondes. Il l'a couché en 20 Voilà. secondes. Un résumé parfait du combat. Hein. Et du coup, comme tu l'as dit, KO en 20 secondes. Le premier coup du combat, boum, terminé. En fait, c'était une sorte d'hybride entre un direct et un crochet du droit qui a touché directement Ryan en plein menton. Et boum, il était séché. Et ce sera la seule victoire du PFL sur cette soirée de Bellator vs PFL. C'est le seul champion du PFL qui a réussi à honorer sa ceinture. Ngannou devait donc combattre le vainqueur justement de ce combat, et donc ça sera Renan. Effectivement, il fera son retour en MMA contre Renan Ferreira, mais c'est vrai que moi, il y a un autre combattant qui s'est illustré, je trouve, de manière encore plus intéressante que Renan sur cet événement. C'est Vadim Nemkov. Il a également combattu à la soirée Bellator contre BFL, mais dans la catégorie, en fait, il était censé être champion light heavyweight, mais ils ont combattu en poids lourd. Il doit peser 105 kilos, quelque chose du genre, donc un petit peu dans le même profil que Bader en termes de poids, en termes de frame général, mais il a fait un combat qui était super impressionnant. Et là, j'ai vu un mec super complet, debout, au sol, en lutte, debout très très fort sur tous les aspects.
En termes d'expérience, il est très très fort, puisqu'il a déjà battu Bader. Il a déjà battu les gens qui ont battu Bader. Et il a aussi battu Romero. Donc il a vraiment, il a vraiment battu des mecs qui avaient des gros noms quand même, dont Bader, qui était potentiellement le prochain sur la liste pour Ngannou. Pour moi, l'image de Bader, Nemkov, c'est quand même un petit gabarit, tu vois. Alors, c'est un gros gabarit pour les 93, mais c'est un petit gabarit en heavyweight. Un peu à l'image de Ryan, je trouve. Hein. C'est vrai que c'est encore un profil trop léger. Moi, j'ai envie de voir Francis contre un mec, contre un vrai poids lourd, contre un vrai mec qui fait 120 kg, 125 kg, pas contre un faux poids lourd qui vient de light heavyweight. Là, on pourra voir un peu ce que ça a donné. Et surtout, ça fera pas une répétition du combat Francis contre Stipe. Parce que Stipe, c'était pareil quand il avait combattu contre Francis. J'avais vraiment l'impression qu'il était beaucoup trop léger. Il devait peser quoi 106, je crois. Je sais plus si Ah c'était oui, c'est pas 104 un ou gros poids lourd. 110. Hein. Non, c'est pas un gros poids lourd. Et on a vu ce que ça donnait. On a vu ce que ça donnait, ce genre de combat. Francis, il est beaucoup trop lourd, beaucoup trop fort, beaucoup trop complet. Il faut lui mettre quelqu'un de son poids, de sa frame, et avec une bonne expérience. Et Renan sera peut-être celui qui arrivera à vaincre Francis en MMA. T'en penses quoi, toi? J'ai beaucoup aimé l'évolution du jeu de Francis en MMA, parce qu'avant, c'était quelqu'un vraiment qui rushait dans ses combats, à l'image du combat contre Rozenstruik, où il rushait en moulinant, en espérant que ça touche. Et ça n'avait pas fonctionné au premier combat contre Stipe, justement, parce qu'il s'était fait manger par la lutte. Et au dernier combat, justement, contre Stipe, on avait pu voir un Francis beaucoup plus... pas attentif, mais patient. Non seulement il était patient sur son anglaise et sur ses jambes en général, mais il était aussi très patient et très technique sur sa lutte. Et ça aurait été bien, justement, après ce combat contre Stipe, d'avoir vu un autre combat en MMA de Francis pour confirmer un peu cette évolution, tu vois, cette métamorphose. Autant la performance de Francis était super impressionnante, autant Stipe n'était pas très en forme. Il était vraiment, vraiment pas en forme à ce moment-là. On l'a vu, il me paraissait très très vieux. Il n'a pas combattu depuis d'ailleurs. Hein. C'est peut-être signe que même lui se rend compte qu'il y a un souci. Donc, moi j'aurais bien aimé le voir vraiment contre un ultra top level, voir ce que ça aurait donné. Et stylistiquement, donc ce combat Renan contre Francis, on a deux gros power punchers. Renan, c'est un peu plus justement à l'image du Francis des années précédentes, à savoir quelqu'un qui rush, qui rentre quand même à la bagarre. Alors il a un bon 1-2 qui démarre à distance. Il casse la distance rapidement. Ouais. Je trouve quand même plus précis que Francis d'antan. Je trouve quand même plus technique globalement, mais c'est vrai qu'il a quand même cette mentalité bagarre, un petit peu. Et ouais, du coup, je le sens plus explosif que Francis sur ses entrées. C'est ce que Francis a souligné. Hein. C'est ce qu'il avait souligné en interview. Il a dit que c'était qu'il trouvait que c'était un vrai danger chez Renan. Hein. Et on a vu justement sur le combat contre Joshua que Francis, il est devenu plutôt lent quand même, mine de rien. Hein. Est-ce que justement il irait pas après chercher sa lutte comme il a fait un peu contre Cyril Gane? Alors là, ce serait certainement une très bonne stratégie. Hein. Quand on voit le niveau de lutte et de sol général de Renan, ça pourrait être une très très bonne stratégie. Il y a aussi une grosse question qui se pose, c'est la motivation de Francis maintenant. Parce que il va avoir 38 ans cette année. Il a décroché la ceinture dans la plus grosse organisation de MMA au monde. Il a accroché des très gros noms à son palmarès. Et il a aussi décroché un très gros chèque. Alors déjà, avant avec Tyson, et là donc avec Anthony Joshua, plus de 20 millions de dollars. Donc en fait, quand tu as fait tous ces accomplissements, en tant que combattant, parce que même là, par exemple, le nom Renan Ferreira, même si tu l'accroches à ton palmarès, c'est pas un nom aussi sexy que Cain Velasquez, que Stipe Miocic, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pourrait continuer à le motiver justement pour combattre? Est-ce qu'il s'est pas un petit peu embourgeoisé? C'est toujours la question à se poser quand tu commences à toucher beaucoup d'argent. Ouais. Qu'est-ce qui peut le motiver? Est-ce qu'il n'est pas bien dans le confort? Seul l'avenir nous le dira. Ça, c'est un sujet qui revient très souvent. Et je vais conclure la vidéo sur cette question. C'est est-ce que vous, en tant que spectateur, on va dire, imaginez que vous êtes à la place d'un combattant, si vous gagnez énormément d'argent, que vous sentez que vous n'avez plus besoin de combattre, est-ce que vous seriez toujours aussi motivé à l'idée d'aller combattre? Est-ce que vous auriez toujours cette faim? Moi, je trouve que c'est une question qui est plutôt pertinente. Je vous laisse réfléchir à ça et je laisse Gabriel conclure la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit like et un commentaire sous cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe. Il est énervé celui-là.